Et notre invité ce soir est Emmanuel Morel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, membre du bureau national du Parti socialiste, l'un des leaders de l'aile gauche du PS. Vous nous direz ce que vous pensez de la conférence sociale qui commence demain à Paris. Comment vous jugez les 100 premiers jours de Manuel Valls à la tête du gouvernement. Vous nous donnerez aussi votre avis sur les attaques lancées contre la magistrature, notamment par Henri Guénaud. C'était ce matin sur iTélé. Pour vous interroger également, Jean-Jérôme Bertolus du service politique d'ITélé. Bonsoir Jean-Jérôme. Bonsoir. C'est donc demain que s'ouvre un rendez-vous important, la conférence sociale pour l'emploi, conférence que menacent de boycotter deux syndicats, la CGT et Force ouvrière, mécontents de la politique du gouvernement. Est-ce que vous les comprenez, Emmanuel Morel ? D'abord, le principe d'une conférence sociale, c'est très bien. Mettre les partenaires sociaux autour de la table pour discuter de l'avenir du pays, de la protection sociale, de l'emploi, ça c'est un bon principe. Encore faut-il qu'ils soient tous autour. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait du grain à moudre, comme disait un ancien syndicaliste, c'est-à-dire il faut qu'à la fois le patronat et les syndicats de salariés aient l'impression qu'ils aient quelque chose à y gagner, qu'il y ait des deals à conclure. Le problème dans la semaine qui vient de s'écouler, c'est que le Premier ministre a fait preuve d'un enthousiasme très, très fort en direction des propositions du patronat, en disant on va faire exploser les tabous sur les seuils sociaux, sur le code du travail, et assez légitimement, des syndicats comme la CGT, Force ouvrière, mais aussi la CFDT, parce que Laurent Berger a protesté très fort, a dit mais qu'est-ce qu'on va venir faire dans cette conférence si de toute façon vous êtes essentiellement intéressé à ce que demande le patronat et qu'il demande déjà avec beaucoup de virulence. Il y a eu l'appel dans le JDD la semaine dernière, et on a un peu le sentiment que le patronat, on lui tend la main et il a envie de vous arracher le bras. Et je comprends qu'à ce moment-là, les syndicats de salariés soient un peu mécontents. Cela dit, le Premier ministre Manuel Valls, en déplacement à Vauvert dans le Gard aujourd'hui, a égratigné un peu le patronat. Écoutez-le, c'était cet après-midi. Il est donc temps que le patronat s'engage pleinement pour la création d'emplois. Il est temps qu'il reconnaisse les syndicats comme des partenaires sociaux et valables. Il est temps que dans ce pays, il y ait un dialogue sérieux, mature, mûr, entre les partenaires sociaux. Voilà, sous le soleil et dans le vent du Gard, Manuel Valls, est-ce que c'est un signal envoyé aux syndicats, des gages donnés à la gauche ? Je ne sais pas si c'est des gages, mais il a eu raison de rappeler ça. Et de revenir un peu sur ce qu'il avait dit il y a quelques jours dans Les Échos, et c'est tant mieux. Oui, en effet, il est temps que le patronat comprenne qu'il ne peut pas être extrêmement revendicatif et attendre du gouvernement qu'il lui cède tout. Le principe d'une conférence sociale réussie, c'est que déjà on a un gouvernement qui est à équidistance, au moins, à tout le moins, entre le patronat et les syndicats de salariés. Et j'ai envie de dire, un gouvernement de gauche vaut mieux qu'il soit quand même très à l'écoute des syndicats de salariés. On va voir ce que ça va donner demain, encore une fois. Moi, j'espère que ça va bien se passer. Mais vous voyez bien, le souci, c'est que M. Gattaz a arboré un pins pendant des mois et des mois, sur votre plateau y compris, en disant « mais je vais créer 1 million d'emplois si vous baissez les cotisations sociales ». Le gouvernement s'y est engagé. Je l'ai regretté, mais il l'a fait. Résultat, Gattaz nous fait une tribune il y a une semaine pour dire ça va pas assez loin, ça va pas assez vite, et si ça continue, je boycotte. C'est ce que je disais tout à l'heure, on leur tend la main et ils nous arrachent le bras. Et à un moment, il faut que ça cesse. Surtout que M. Gattaz et ses collègues ne représentent pas l'immense majorité des chefs d'entreprise qui sont totalement responsables, qui ont envie que la France réussisse et qui sont prêts à discuter avec les syndicats de salariés. Il n'était pas le seul, Pierre Gattaz, à avoir signé l'appel. Non, bien sûr, c'est lui qui est à l'initiative. C'est lui qui est à l'initiative, avec des propos très durs, y compris en se mêlant de ce qu'il ne regarde pas. Qu'est-ce que vous dites alors ? Qu'est-ce que vous dites ce soir au gouvernement ? Vous dites trop c'est trop, vous abandonnez le compte pénibilité, du moins vous le reportez partiellement, vous revoyez l'accord sur le temps partiel, vous mettez les seuils sociaux dans la discussion. Qu'est-ce que vous dites très précisément ? Vous, Emmanuel Morel, vous représentez l'aile gauche du Parti socialiste, vous pesez, vous dites attention à ne pas franchir une ligne rouge en matière de dialogue social ? Ce n'est pas seulement une question de ligne rouge, c'est qu'aujourd'hui, la position du gouvernement est clairement déséquilibrée. Droitière ? Et droitière, mais moi je ne suis pas là pour jeter des épithètes. Ce qui m'intéresse, c'est que la position, elle est déséquilibrée. Et j'ai envie de dire, retournons à l'équilibre. On nous avait dit, on fait la réforme des retraites. C'est très dur, y compris dans le groupe socialiste, c'est pas passé facilement. Mais on disait, attention, vous allez voir, on met en place un compte pénibilité, ce à quoi aspire une partie du monde du travail. Et quelques semaines après, quelques mois après, on dit, finalement, le compte pénibilité, on ne sait pas trop si on va le faire. Légitimement, les syndicats s'inquiètent. Donc moi, j'ai envie de dire au gouvernement, rassurez les syndicats de salariés, rassurez le monde du travail qui a parfois l'impression que vous êtes très sensible à la petite musique, enfin là c'est plutôt la grosse caisse du MEDEF, et trop peu sensible à ce que disent les syndicats de salariés qui représentent quand même des millions de travailleurs
Et j'ajouterais, d'un point de vue électoraliste, mais c'est pas rien, M. Gattaz, il a beau faire tout ce qu'il veut, il n'a pas voté François Hollande. Par contre, la CGT, FO, c'est des millions de salariés et de syndicalistes qui ont voté François Hollande. Donc à un moment aussi, il faut que le gouvernement, il écoute celles et ceux qui l'ont élu. C'est bien, dans une démocratie, c'est presque normal. Manuel Valls a parlé aussi des députés frondeurs, c'est comme ça qu'on les appelle depuis quelques semaines maintenant. C'était cet après-midi encore à Vauvert. Il s'est adressé à eux et à ceux qui, à gauche, entravent, selon lui, son action. Écoutez-le. Les textes passent, ils sont votés parce qu'il y a une majorité de députés courageuses et qui, eux, savent que c'est l'intérêt général qui prime et pas des débats qui sont d'un autre temps. Il faut regarder le monde tel qu'il est. Si nous ne voulons pas que la France décroche, si nous ne voulons pas que la France décline, il faut faire les réformes. Et ces réformes, elles doivent être comprises par les Français, elles doivent être justes, mais il faut les faire. Et nous les ferons avec la détermination qui me caractérise. Votre réaction, Emmanuel Morel? C'est toujours un peu la même chose avec Manuel, c'est-à-dire un argument d'autorité, l'appel au courage. Mais les députés qu'on appelle les députés frondeurs, en réalité, leur feuille de route, c'est ce sur quoi ils ont été élus. C'est très raisonnable ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, moi, en 2012, j'ai été élu sur tel programme. J'avais pas dit dans ma campagne que j'allais baisser massivement les cotisations sociales. J'ai jamais dit dans ma campagne qu'on couperait 50 milliards dans les dotations publiques. J'ai jamais dit dans ma campagne que les retraites au-dessus de 1 200 €, elles seraient gelées. Et je demande au gouvernement d'entendre un peu ce que moi, représentant de la nation, j'ai envie de dire. Donc, le bilan de 100 jours est mauvais. Je dis pas qu'il est mauvais. Les 100 premiers jours de Manuel Valls, on voit bien qu'en termes de style et de communication, il y a des efforts et une volonté de rompre avec son prédécesseur. Après, moi, il y a des choses qui m'inquiètent. D'abord, il a une majorité rikiki qui se rétrécit, c'est-à-dire qu'il a perdu les Verts. Aujourd'hui, il n'y a plus que le PS, le Parti radical. Et au sein du PS, il y a quand même un vrai débat sur la politique qui est menée. On le voit la même chose par rapport aux syndicats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la CFDT, qui avait été quand même partenaire privilégié sous le gouvernement Ayrault, dit attention, il ne faut pas aller trop loin. Donc, du point de vue de l'assise politique du Premier ministre, moi je suis plutôt inquiet. Et quant à certains de ses propos, je le disais tout à l'heure, sur les questions économiques et sociales, moi j'ai l'impression lui parle de courage, moi j'ai parfois l'impression d'une sorte de fuite en avant. Avec en plus une réponse aux élections à la fois municipales et européennes qui me semble décalée. Si la seule réponse à ces deux déroutes du Parti socialiste, c'est de dire on vous a bien entendu et dorénavant c'est comme avant, ça pose un problème. Mais justement, vous attendez, demain le président de la République doit ouvrir cette conférence sociale, vous attendez qu'il donne des gages éventuellement aux syndicats, ça on l'a bien compris. Est-ce que vous attendez aussi que le président arrive sur le terrain social, et notamment parce que les frondeurs se sont donné rendez-vous cette semaine à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la sécurité sociale? Est-ce que vous attendez un signe du président ? Mais je ne sais pas s'il faut attendre des signes du président. Moi, je pense que le président, il doit écouter sa majorité. Et j'ai même envie de dire, il doit écouter... Les frondeurs ne sont pas encore sa majorité, quand même. Non, les frondeurs font partie de sa majorité, ceux qu'on appelle les frondeurs. Mais vous savez, la majorité de François Hollande, je le répète, c'est celles et ceux qui l'ont élu le 6 mai. Et dans celles et ceux qui l'ont eu le 6 mai, il y a des écolos, il y a des communistes, il y a des gens qui viennent de la CGT, de Force ouvrière, et qui aspiraient et qui ont cru à son discours sur le changement. D'ailleurs, moi-même, j'y ai cru, et je continue à y croire. Je pense que François Hollande n'a pas été élu seulement, ce qu'on dit parfois, parce que les Français ne voulaient pas de Nicolas Sarkozy. Il a été élu aussi parce qu'il soulevait un espoir. Pas un espoir d'un grand chambardement, mais au moins d'une société plus juste. Il disait le redressement dans la justice. On voit bien le redressement, en tout cas le redressement des comptes publics. Bon, ça marche pas, mais en tout cas, il y a une volonté de le faire. On voit moins la justice sociale, la redistribution. Et moi, j'en appelle encore une fois, vous voyez, c'est très raisonnable. Je suis quelqu'un de très modéré. Moi, j'aimerais qu'on ait une position au moins équilibrée. On parle de la politique de l'offre, qu'on s'occupe aussi un peu de la demande. On parle des conditions de la production, qu'on s'occupe aussi un peu de la redistribution. Ça, c'est un message de raison, en fait. Moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très raisonnable face à parfois des camarades qui ne le sont pas. François Hollande, dans sa campagne présidentielle, avait fustigé également la finance. Michel Sapin en a parlé ce matin. Le ministre des Finances était l'invité d'un forum à Aix-en-Provence. Il a dit notre ami plus exactement, c'est la finance, la bonne finance. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Écoutez, franchement, je pense que Michel Sapin aime bien faire des bons mots. Donc il a voulu en faire un, mais c'est assez navrant. Évidemment, oui, c'était une salle, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était des... les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Voilà, c'est ça, donc une salle qui lui était acquise pour ce genre de propos. Mais à quoi ça sert de faire ça ? À part faire de la peine à celles et ceux qui étaient au discours du Bourget. Et quand il a dit... C'est un reniement ?
c'est pas un reniement, c'est une provocation. Alors il l'a dit lui-même, après c'est on un peu peut, voilà. provoquant, ouais. Donc on peut trouver que la provocation c'est utile, et ça l'est parfois. Là, en l'occurrence, je pense que ça ne l'est pas. Et par rapport à ceux qui étaient au discours du Bourget et qui ont vibré au discours de François Hollande, qui a dit des choses justes sur la finance quand même. Il disait on a aujourd'hui un problème, il faut plus de régulation, il faut mettre il faut mettre au pas l'économie financière et donner plus de poids à l'économie réelle. Franchement, c'est la base. Si même là-dessus, on donne l'impression de reculer, c'est vraiment très dommage. Un petit mot. Jean-Marie Le Guen, il vous paraît aujourd'hui, discrédité pour pour avoir la responsabilité des relations avec le Parlement quand on connaît effectivement ce qu'il pense de vous et de vos amis frondeurs? Je ne sais pas ce qu'il pense de moi et de mes amis frondeurs. Je sais que Jean-Marie est très exalté parce qu'il a l'impression que, enfin, la ligne qu'il porte au sein du Parti socialiste depuis plusieurs années et qui est ultra minoritaire chez les militants, il a l'impression que cette ligne peut enfin s'épanouir. Donc, en plus, comme il a un tempérament un peu de feu, il est très content, quoi. Le problème, c'est que c'est bien qu'il soit très content, moi je suis content pour lui, mais il a une façon de parler de ses propres camarades qui rentrent pas forcément dans le rang, qui n'ont pas le petit doigt sur la couture du pantalon, qui peut être inutilement blessante et inutilement brutale. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que les frondeurs créent un groupe en dehors du groupe socialiste? Est-ce qu'il y a un risque de sécession des frondeurs? Non, je ne crois pas qu'il y ait un risque de sécession, mais en revanche, je ne voudrais pas qu'il y ait un durcissement des relations entre des socialistes qui pensent que de toute façon, parce que l'exécutif l'a décidé, c'est bien. Je ne leur fais pas le reproche. Il y a plein de camarades sincères qui pensent qu'en effet, il faut suivre l'exécutif parce que c'est la seule façon de s'en sortir. Et puis, il y a aussi des socialistes qui posent des questions, qui émettent un certain nombre de réserves, qui émettent un certain nombre de critiques. Et je pense que, on parle du ministre des Relations avec le Parlement, le principe quand même, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde s'entend. L'idée, c'est pas de jouer les uns contre les autres ou de les sommer de se taire. Donc il n'y a pas de risque de sécession, mais par contre, il ne faudrait pas que la mésentente soit plus importante. On parlait de Jean-Marie Le Guen, il a beaucoup de travail en ce moment, Jean-Marie Le Guen, à cause notamment du projet de loi rectificative de la sécurité sociale qui va être voté dans quelques jours à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que ce projet, qui est très contesté par certains députés socialistes, sera adopté? Je ne sais pas, mais j'espère que les amendements qui vont être proposés seront votés. D'ailleurs, amendements qui vont bien au-delà d'une partie du PS. Les écologistes, les communistes, même le groupe radical d'ailleurs, dit qu'il faudrait peut-être que sur tel ou tel point, on rééquilibre. Vous voyez, c'est toujours la question du rééquilibrage. Le problème, c'est qu'on rentre quand même dans une logique de coupe dans les dépenses sociales, alors qu'on s'était engagé pendant la campagne électorale et même après à faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Et ce que je lui reproche aussi, c'est d'une certaine façon une vision totalement comptable de l'économie de ce pays. C'est vraiment... il faut tenir les finances, la France a de nombreux déficits. Vous voyez, ça c'est une vision statique. Parce que moi, je pourrais vous répondre en disant, si on met le paquet sur l'investissement, si on met le paquet pour relancer l'activité économique, aussi par le pouvoir d'achat, vous allez voir que les déficits mécaniquement vont baisser. Pourquoi ? Parce que les recettes fiscales vont rentrer et qu'on arrivera à résorber plus facilement le déficit. Parce qu'à l'inverse, la plupart des pays qui ont expérimenté cette politique de réduction des déficits à marche forcée, autour de nous, même l'Italie, qu'est-ce qui se passe ? Ils voient leur dette publique qui augmente massivement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période de croissance très faible, voire de croissance atone, et que les politiques comme ça, assez brutales, ont des effets récessifs. C'est pour ça que, encore une fois, je plaide pour un équilibre. Je ne pense pas qu'il faille rejeter totalement la politique de l'offre, je ne pense pas qu'il faille faire exploser les déficits. Je pense que quand on est dans une situation particulière de chômage très important et d'incertitude par rapport à la croissance, il vaut mieux tout faire pour essayer de relancer l'activité. Dernière question de cette première partie, Emmanuel Morel, elle concerne la SNCM, société en difficulté, en grève, également 13e jour du mouvement aujourd'hui, un mouvement qui se durcit. Le redressement judiciaire est-il inéluctable, comme l'a laissé entendre hier Frédéric Cuvillier, le secrétaire d'État au Je l'espère pas. Je l'espère pas, d'autant plus qu'avant la campagne des européennes et des municipales, Frédéric Cuvillier avait fait un certain nombre de propositions, même de promesses aux salariés de la SNCM, notamment sur la commande de nouveaux bateaux. Alors c'est vrai qu'il y a en plus, on n'en parle jamais, mais en arrière
l'arrière-plan, il y a quand même un conflit dur avec la Commission européenne qui demande le remboursement d'un certain nombre d'aides d'État. 220 millions d'euros. Voilà, ce qui est énorme et ce qui pose d'ailleurs la question européenne. Là, on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire, est-ce que la concurrence libre et non faussée prime surtout, ou est-ce qu'à un moment, on accorde à l'État le droit d'aider des entreprises qui sont à la fois stratégiques. Frédéric Cuvillier est un menteur, comme le dit la CGT? Non, je dis pas que c'est un menteur. Évidemment que non. D'ailleurs, je pense qu'en plus, il s'investit beaucoup dans ce dossier. Je pense qu'il doit se rappeler de ce qu'il a dit avant les élections et d'essayer de mettre autour de la table tous ceux qui ont envie que cette situation, en effet, soit réglée. D'ailleurs, c'était le propos de Manuel Valls tout à l'heure. Merci Emmanuel Morel.